Docteur Résimond, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler aujourd'hui du burn-out. Mhm. Et donc, je dirais que avec la maladie du mal de dos, c'est, je pense, le deuxième mal du siècle, sans doute. Le burn-out est surfait. J'ai tous les jours des patients qui me disent « je suis en burn-out », ils n'ont pas du tout une tête à burn-out. Donc il ne faut pas exagérer non plus. Le stress donc, qui crée le burn-out est une nécessité. Si on n'est pas stressé, on n'avance pas. Donc, le stress permet également de faire des choses, d'être plus proactif. Le vrai burn-out existe, évidemment, il existe. Et malheureusement, il est trop souvent psychiatrisé. Donc en gros, beaucoup de patients en burn-out que je vois en consultation, qui sont en burn-out depuis quelques semaines, mais c'est souvent plutôt quelques mois, voire le plus souvent quelques années, sont psychiatrisés. Donc en gros, on les traite de dépressifs, on les donne des antidépresseurs, des anxiolytiques, donc des benzodiazépines, on leur donne des anxiolytiques, donc des somnifères. Et je crois que non, je crois pas, je suis certain que les collègues qui font ça les enfoncent. Un burn-out bien pris en charge doit être solutionné beaucoup plus rapidement qu'au bout de quelques mois, quelques années, voire jamais. J'ai encore eu récemment une collègue psychiatre qui était en burn-out depuis 3 ans, elle a appelé au secours, et 15 jours après elle m'envoie un mail en me disant « c'est génial ce que tu as fait, super, je vais bien, merci ». Elle n'imaginait même pas que le burn-out n'était pas une maladie psychiatrique. Le burn-out est une maladie à la base endocrinienne, c'est un épuisement de la glande surrénale. Donc le stress, le mécanisme est assez simple. Lorsqu'on est stressé, une des choses qui se passe, c'est que l'adrénaline, donc qui est l'hormone du stress qu'on libère, qu'on est attaqué, qu'on doit se défendre, qu'on doit être à l'attaque, est une hormone de la médule surrénale et sécrétée dans le sang. Et là, l'adrénaline tape sur des récepteurs cellulaires qui font schématiquement rentrer le potassium dans les cellules musculaires et sortir le magnésium. Pourquoi le potassium dans les cellules musculaires? Parce que le potassium fait se contracter les muscles. Donc on est stressé, on est tendu. Et le magnésium sort, les reins se disent « Ouh là là, on a trop de magnésium ici dans le sang », qu'est-ce qu'il fait? Il chasse le magnésium dans les urines. Or, la perte urinaire de magnésium, c'est un peu comme si vous transpirez tout le temps, vous faites beaucoup de sport, vous êtes dans un pays chaud, vous transpirez et vous perdez vos minéraux dans la transpiration. La transpiration, les minéraux partent par là. Et le problème, c'est que le magnésium est nécessaire pour la synthèse du cortisol. Cortisol, qui est la deuxième hormone du stress. Le cortisol, c'est un peu le frein. L'adrénaline, c'est l'accélérateur. Le problème, s'il n'y a plus de magnésium, le cortisol chute, et quand le cortisol chute très fort, ça s'appelle un burn-out. Donc les gens sont... Dans quel état ils sont en cas de burn-out? Eh bien, ce sont des gens qui sont fatigués, ils ne sortent plus de leur lit, ils n'ont plus envie de rien faire. Ils sont en inflammation. Le moindre coup de stress les fatigue, ils ne supportent plus le stress. Ce sont des gens également qui ont des problèmes de manque de dopamine cérébrale, parce qu'il y a un lien entre le cortisol et la dopamine cérébrale. Et là, on arrive à la psychiatrie, donc dopamine, neurotransmetteur. Qu'est-ce qui se passe quand une dopamine basse? Plus de joie de vivre, plus de libido, pas de mémoire, pas de concentration, pas de motivation. Et c'est vraiment les signes cliniques qu'ont typiquement quelqu'un qui est en burn-out. Une fois sur deux, on peut avoir aussi des signes de manque de sérotonine, c'est irritabilité, les compulsions glucidiques, alcooliques ou autres, troubles du sommeil. On peut également avoir un état subdépressif, tendance à frustration. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des signes cliniques similaires à la dépression qu'on doit traiter ça comme une dépression. Il ne faut pas oublier qu'il y a un problème endocrinien. Endocrinien, ça veut dire hormonal. Hormonal, ça veut dire que l'antidépresseur ne va avoir aucun effet là-dessus. Et qu'est-ce que c'est les hormones en baisse dans le burn-out? C'est tout simplement le cortisol et la DHEA, les deux. Pas que le cortisol, la DHEA. Et donc ces patients en burn-out, ils ont besoin pour s'en sortir très très vite, d'être aidés de diverses façons dont on va parler plus loin, mais ils ont besoin qu'on rétablisse leur niveau hormonaux adéquat. Et donc, leurs cérébrales qui sont incapables de sécréter ce qu'il faut pour bien vivre de cortisol, il faut leur donner ce cortisol. Soit on leur donne le vrai cortisol, l'hydrocortisone qui est bioidentique, associé à la DHEA, toujours les deux, jamais donner de cortisol sans DHEA, sinon des effets secondaires qui sont perte osseuse, perte musculaire. Le cortisol peut brûler les tissus, mais on peut également agir via de la phyto, donc on peut stimuler ces rénales à mieux fonctionner avec des molécules qui s'appellent le rhodiola, la ashwagandha, le schisandra, etc. Si ce n'est qu'en donnant le vrai cortisol, on va avoir un effet spectaculaire. En 1, 2, 3 jours, les patients vont se sentir beaucoup mieux, ils vont revivre, ils vont ressusciter.
Et alors que par la phyto, on a un effet plutôt à long terme. Il faudra quelques semaines, quelques mois. Mais rien n'empêche de faire les deux en même temps. C'est pour moi la solution idéale. Effectivement, donc, vous allez pouvoir les mettre sur pied très rapidement avec de l'hydrocortisone. Mais effectivement, c'est un traitement spectaculaire, vous l'avez dit. Mais il y a sans doute des choses à mettre en place pour ne pas qu'il retombe ou pour qu'il puisse évidemment, moi ici je parle en tant que chimiste. Hein, voilà. Maintenant, il faut que le patient, s'il est en burn-out parce qu'il est trop stressé au boulot, arrêter de bosser un petit peu, ça lui fera que le plus grand bien. Il faut même parfois le faire. On peut avoir un souci avec son supérieur hiérarchique, avec des collègues qui détruisent quelqu'un au boulot. Ça peut arriver. C'est possible que le patient également a trop gros stress à la maison. Si c'est une femme, elle peut avoir un mari qui est impossible à vivre. Ça peut être l'inverse également. Et parfois, retirer les gens du boulot, on peut aggraver le stress à la maison, parce que la personne va devoir vivre encore plus longtemps avec la personne stressante. Ça peut être un stress lié à des relations privées, ça peut être un stress lié à des tas d'événements qui peuvent inclure les enfants ou la famille. Donc, mais ça, c'est vraiment au patient à identifier. Et le médecin, tout ce qu'il peut faire éventuellement, c'est un certificat de la capacité de travail pour quelques jours, quelques semaines. Mais le traitement du burn-out, ce n'est pas l'arrêt de travail pendant 3, 4 ou 5 ans. Le traitement du burn-out, c'est agir évidemment sur la cause via l'arrêt de travail momentané, mais il faut rétablir les niveaux hormonaux, en oligo-éléments, en minéraux, et en neurotransmetteurs qui font que le patient va refonctionner normalement. Justement, au niveau des neurotransmetteurs, j'ai eu la chance d'assister à une de vos présentations et vous parliez par exemple de compléments qui pourraient être, si je ne me trompe pas, la tyrosine le matin et le 5-HTP le soir. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que ça, pas beaucoup de personnes le savent, et malheureusement, trop peu de collègues médecins le savent et l'utilisent. Les précurseurs, les briques qui vont devenir la dopamine, joie de vivre, libido, mémoire, concentration. La brique qui va devenir la noradrénaline cérébrale, la pêche, énergie, le dash. Ça s'appelle la tyrosine. Et la tyrosine, c'est un acide aminé. Donc les aliments contiennent des acides aminés. Certains viennent du muscle, certains viennent de la sérotonine, certains il y en a un qui a la tyrosine qui vient de dopamine. Et malheureusement, on est fait comme ça, ce sont des protéines du repas du matin qui sont importantes pour la synthèse. Donc en gros, on pourrait dire que le steak du soir, le cerveau n'en a rien à faire. Le cerveau, il veut le steak, le poulet, les œufs, le matin. Or, beaucoup de patients, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mangent le matin? Rien, un café, une tartine choco, une tartine plastique, vache qui rit, ou un bol d'avoine comme les ânes, ou des céréales qui sont que du sucre, comme les Choco Pops, Kellogg's et autres. Et puis ces gens s'étonnent que le moindre stress, ils sont dans le fond du trou en burn-out, puisqu'ils n'ont pas la molécule qui permet d'être bien dans sa tête. Et le 5-HTP, c'est le dérivé du tryptophane. Donc tryptophane, c'est un autre acide aminé que le cerveau prend également préférentiellement le matin, mais également le midi. Donc les personnes qui font un gros repas protéiné le soir, ils mangent à l'envers. Pour être bien dans sa tête, pour avoir une bonne énergie, il faut des protéines le matin. Donc le repas principal, c'est le matin, c'est pas le soir. Le soir, c'est léger. Donc le matin, il faut des protéines qui vont donner les briques tryptophane et tyrosine. Et le tryptophane devient 5-HTP, et le 5-HTP devient sérotonine, bien-être, la vie est belle, je ne suis pas irritable, je n'ai pas de compulsion, je fais la mélatonine, donc je m'endors bien, je rêve, sommeil profond, récupérateur. Et on voit tout de suite qu'en cas de carence en protéines le matin, on a fatigue, perte de mémoire, pas de motivation, pas de joie de vivre, état dépressif, trouble du sommeil. Et ça fait partie du tableau du burn-out, mais ce n'est pas tout. Le burn-out, c'est aussi la surrénale. Alors que la dépression, c'est virtuellement que ces neurotransmetteurs-là. D'accord. Donc, dans l'ordre, identifier effectivement l'origine du stress, adapter son alimentation avec les protéines le matin. Et si le patient n'est pas prêt à mettre une protéine le matin, on peut simplement lui donner en supplément, en complémentation, de la tyrosine, 500 mg, 1 g, 2 g le matin, voire 1 g le midi s'il faut, et lui donner également du tryptophane ou bien du 5-HTP en fin d'après-midi. Mais le 5-HTP est bien plus facile à utiliser que le tryptophane. Et je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est quand même 35 ans que je bosse, je n'ai jamais vu en 35 ans une dépression guérir un antidépresseur. Jamais, jamais, jamais. Or, c'est le traitement standard de la dépression. On tape un Prozac, un Effexor, un Cymbalta. Je n'ai jamais vu une dépression guérir avec ça. Jamais, jamais. Voilà. Okay. Et dans la présentation que j'avais eu la chance de voir, vous parliez aussi beaucoup de l'importance du magnésium.
Oui, capital, le magnésium, ça sert à tout. On le retrouve dans toutes les réactions chimiques du corps, que ce soit la synthèse des neurotransmetteurs, la synthèse des catécholamines surrénaliennes, que ce soit la synthèse du cortisol, tout, partout, partout. Le cœur en a besoin. Donc le problème, c'est qu'on est actuellement, on peut considérer qu'on est 90%, 90% pour les Français, en déficience en magnésium. Alors pourquoi? Parce qu'un aliment, ça devient une catastrophe ce qu'on mange, parce que le stress, il faut quand même l'avouer, on n'est peut-être pas fait pour vivre dans l'état de stress qu'on doit subir actuellement, que ce soit professionnellement, que ce soit la vie de tous les jours, que ce soit la famille. Donc le stress a fortement augmenté ces derniers siècles avec les changements disons, du travail, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe? Stress, on fait pipi de magnésium, le taux de magnésium sont bas, donc on devrait en manger plus. Or nos aliments, comme vous le savez, sont de plus en plus vides en n'importe quoi. Alors si en plus vous faites du sport, vous transpirez, vous perdez encore plus ce magnésium. Donc ce magnésium, tout le monde devrait en prendre matin et soir. C'est aussi simple que ça. Matin et soir. Oui, et si vous êtes stressé, vous devrez en prendre 2 ou 3 fois plus. Il ne faut pas hésiter à monter. Beaucoup de personnes qui prennent du magnésium matin et soir ne tomberaient pas en burn-out. Ah, ok. Ouais. Et alors, quelle forme de magnésium vous pourriez recommander? Là, ça dépend, oui, il y a plein de formes. On a l'oxyde de magnésium qui est malheureusement proposé par beaucoup de pharmaciens, qui n'est pas cher, mais qui est très résistant pour l'intestin, ce n'est pas une bonne idée. Plein de patients qui prennent ça disent « je ne supporte pas le magnésium », c'est pas vrai, ils ne supportent pas ce sel-là. Voilà, et le glycérophosphate qui est le plus connu. On a le malate, on a le bisglycinate, on a le citrate, et le plus désacidifiant, c'est le citrate. Et donc, on doit un peu composer avec ce que le patient fait. Est-ce que le patient est acide, mange beaucoup de protéines, fait beaucoup de sport? Est-ce que le patient est plutôt basique? Est-ce qu'il mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits? Et on doit un peu est-ce qu'il est constipé, pas constipé? Donc, c'est un peu en fonction de l'anamnèse qu'on choisit ou qu'on mélange certains sels de magnésium ensemble. C'est pas standard. Donc, le citrate, lui, est alcalin, justement. Tout à fait, voilà. Donc, c'est idéal pour les sportifs. C'est le magnésium des sportifs. Et d'ailleurs, on le combine très souvent chez les sportifs au potassium, puisque dans la sueur, comme vous le savez, on ne perd pas de magnésium, on perd plein de minéraux. Et si on ne compense pas, à un moment donné, on n'avance plus, on paye très cher l'effort physique qu'on a fait. Alors, vous avez abordé un point là au passage assez intéressant, c'est que vous avez précisé que l'hydrocortisone, c'est une forme bioidentique. Voilà, donc en fait, alors, il faut savoir que quand on dit cortisone, cortisol, ça fait très très peur aux personnes, comme si c'était un grand méchant loup qui donne des problèmes de santé, qui donne l'ostéoporose, qui fait prendre du poids. Sachez que si on retire la cortisone du corps, on retire ce cortisol, on est mort en moins de 2 jours. C'est impossible de vivre. Les mitochondries qui produisent l'énergie s'arrêtent tout de suite. Donc on est mort dans les 2 jours qui suivent maximum. C'est la seule hormone du corps pour laquelle on est incapable de vivre. Tout s'arrête. Donc c'est pas si mauvais que ça le cortisol. Et le problème, si on n'avait plus, vous fonctionnez au ralenti. La mitochondrie, c'est l'organite dans les cellules qui transforme les éléments en énergie, en ATP. Sans T3 thyroïdienne, sans cortisol, sans magnésium, sans oméga 3, sans zinc, elle s'arrête. Mais le plus important, c'est le cortisol. Et donc, on imagine bien que si vous avez une surrénale qui sécrète 10 fois trop peu de cortisol, on fonctionne 10 fois plus mal, plus lentement. Et est-ce que le fait de commencer un traitement avec une hydrocortisone, par exemple, implique inévitablement qu'on doive rester accroché? Alors ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend de l'âge du patient, ça dépend de l'état de sa surrénale, ça dépend de plein de choses. Alors perso, moi j'ai une infection surrénalienne que je gère depuis plus de 20 ans, j'en prends tous les matins, je prends aussi la méthylprénisolone, je prends la DHA, la testostérone parce que j'ai des déficiences, je fonctionne très bien comme ça, mais j'ai des patients, je les sors de leur burn-out, et puis je diminue petit à petit le dosage, et puis quelques mois après, ils n'en prennent plus, ils sont bien. C'est plus chez les jeunes, chez les personnes plus âgées, comme moi, qui approchent à 60 ans, c'est plus souvent, c'est beaucoup plus à long terme qu'on doit le donner, parce que la surrénale, ça vieillit, comme les ovaires, les testicules, c'est une glande qui vieillit. Donc, j'ai encore récemment, dans une conférence, j'ai dit à l'auditoire, il faut quand même pas espérer qu'une surrénale de 60 ans réagisse aussi bien qu'une surrénale de quelqu'un qui a 20 ans. Et malheureusement, parfois, il faut continuer le traitement. Ouais. Alors, docteur, dans votre patientèle, justement, vous m'avez dit hors caméra que justement vous rencontrez énormément de patients qui sont sous traitement justement allopathique, lourd, parfois sévère, au niveau justement d'antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Ah oui, c'est spectaculaire. Vous savez que maintenant on met même des gosses sous antidépresseurs. Aux États-Unis, il y a une folie de ce côté-là. On a des gosses, il y a un mort il y a quelques mois, 5 ans, et des 2 antidépresseurs différents à l'âge de 5 ans.
où on va. Ouais, c'est la folie. Moi, je vois chez mes patientes qui ont au-dessus de 40 ans, il y en a plein qui commencent à prendre des anxiolytiques, du Lianxia ou autre benzodiazépine. Il faut savoir que c'est une molécule qui est inventée, les benzodiazépines, dans les années 60. Et on s'est rendu compte que cette molécule-là calmait les gens, cool, ils semblaient moins stressés, ils étaient plus calmes, ils dormaient mieux. Mais on ne savait pas du tout comment ça agissait. Et ce n'est que bien longtemps après qu'on a découvert qu'elle agissait sur un récepteur qui s'appelle le GABA. Et le GABA, en fait, c'est un récepteur qui peut être stimulé par plein de choses. La théanine, le GABA, la théanine, la glutamine, mais également la progestérone. Or, vous avez une femme qui a 30-35 ans, sa progestérone baisse, qu'est-ce qui se passe? Elle devient irritable, énervée, stressée, énervante, elle dort mal, et le médecin, madame, vous êtes stressée, voilà un petit Lianxia, une petite benzo. Médicament qui ont été mis sur le marché à la base pour être donné pendant quelques jours. Et j'ai des patients qui en prennent depuis 10, 15, 20 ans. Et chaque fois qu'ils vont être en répression, ils vont chez le médecin, on represcrit, sans réfléchir si on fait du bien ou pas. Maintenant, catastrophe, on se rend compte que ces patients augmentent drastiquement le risque d'Alzheimer, neurodégénérescence, lié à ces médicaments comme les statines et les IPP. Et donc, en gros, sa médecine pouce-bouton, un stress anxiolytique, dépression antidépresseur, burn-out antidépresseur, plus anxiolytique, au lieu de traiter le fondement du problème. Il y a des déficiences en nutriments, en oligoéléments, en minéraux, qu'on doit redonner au patient qui est déficitaire, sinon toute sa vie, il va être sous anxiolytiques, antidépresseurs. Donc en gros, on traite une fracture par un plâtre toute la vie. Voilà. Et en plus, ce plâtre-là, il ne fonctionne pas, puisqu'on n'en guérit jamais. Oui, et en plus, c'est délétère pour la santé. Exactement. Ouais. Mais c'est la médecine facile, ça prend 2 minutes, je suis stressé, je ne dors pas, hop, petite prescription de somnifères, d'anxiolytiques, et c'est parti. Vous êtes en burn-out, arrêt de travail 3 mois, qu'on va renouveler 4-5 fois, on ça va plusieurs années, et on ne traite pas la cause du problème. Le patient a un manque de cortisol, le DHA, il n'a plus rien comme hormone, il ne sait pas bien fonctionner, et on le traite par antidépresseurs. Et donc, en fait, votre travail aussi consiste à rééduquer finalement les patients. Oui, c'est ça, mais c'est pas facile quand vous avez un patient qui est déjà sous 1 ou 2 antidépresseurs, sous anxiolytiques, somnifères, inducteurs du sommeil, lui expliquer qu'il va devoir arrêter tout ça pour enfin se sentir bien et que je vais le remplacer par des trucs naturels qui sont la mélatonine sublinguale, qui sont du 5-HTP, la tyrosine, des protéines le matin, du magnésium, du zinc, etc. C'est quand même très difficile, c'est un bouleversement de traitement et c'est pas facile du tout. Au plus ils prennent le médicament de celui-là, au plus c'est difficile de sortir de là. Ils sont shootés. Ah oui. Ouais. Et en plus, ils sont ralentis du cerveau, parce que tous ces médicaments font que le cerveau, il est très très lent. Donc, ils comprennent moins bien, ils retiennent moins bien. On a l'impression de parler à quelqu'un qui a un trou entre les 2 oreilles, quoi. Tellement ces médicaments leur anesthésient le cerveau. Alors docteur, justement, on sait très bien qu'une de vos maîtrises, justement, c'est le travail par rapport à la thyroïde. Oui. Est-ce que la thyroïde joue un rôle dans ce genre de burn-out? Eh bien, c'est donc la thyroïde, c'est le chef d'orchestre. Elle gère le cerveau, le tube digestif, les surrénales, les testicules, les ovaires. Et quand elle ne va pas, il n'y a rien qui va. Et en fait, actuellement, il y a une étude qui a été faite, que je lis il y a 2-3 ans, qui montre que finalement, 85% des patients dépressifs seraient finalement, entre autres, hypothyroïdiens. Et la thyroïde, c'est la rapidité. Donc quand on est hypothyroïdien, tout est lent. Le cerveau, la digestion, le brûlage de calories. Donc on grossit, on est fatigué, rétention d'eau. Le cerveau fonctionne pas aussi vite que ce qu'il devrait. Et c'est très facile pour un médecin qui fait vite son boulot de dire oh, vous êtes en dépression. Et hop, antidépresseur. Il ne pense même pas que cette patiente, oui, dépressive, lente, ralentie, morale bas, puisse être hypothyroïdienne parce qu'il vaut une prise de sang normale. Donc il faut qu'ils prennent le temps de l'interroger. Est-ce que vous êtes frileuse, fatiguée le matin, rétention d'eau, perte de cheveux, etc. Et à ce moment-là, s'il met le doigt dessus et qu'il traite de façon correcte cette thyroïde, on a des dépressions qui guérissent, des soi-disant dépressions qui guérissent en 10-15 jours. Ouais. Oui, parce qu'une de vos particularités, justement, c'est de vous intéresser à l'expression clinique en fait, chez le patient. Mais oui, on en revient de plus en plus à la clinique. Vous savez que la thyroïde était vachement mieux traitée il y a 60, 70, 80 ans. Beaucoup mieux. Maintenant, on a régressé dans le traitement thyroïdien. Avant que les prises de sang n'existent, avant que les hormones synthétiques T4 n'existent, on traitait les patients cliniquement avec des extraits thyroïdiens. Eh bien, on en revient actuellement à la clinique aux extraits thyroïdiens. Ça fonctionne beaucoup mieux. Moi, j'ai plein de patients qui sont sous T4, lévothyrox, T-CAPS, L-thyroxine. Et
leur médecin est content parce que la prise de sang est bonne et le patient ne va pas mieux du tout, voire est aggravé. On change de traitement, ces patients, ils revivent, ils vous disent 1000 fois merci 15 jours après. Ils sortent de la dépression, ils maigrissent, ils sont déconstipés, ils arrêtent de perdre leurs cheveux. C'est spectaculaire. On en revient à la clinique parce qu'on se rend compte que les dosages biologiques, en fait, c'est que des chiffres sur un papier. Et on ne peut pas donner les mêmes valeurs de référence pour un patient, un autre patient. Et finalement, on en arrive également là avec le cortisol. Donc le cortisol, donc on peut faire des dosages sanguins le matin, on peut faire des dosages urinaires sur 24 heures, on peut faire des dosages salivaires au cours de la journée, c'est peut-être le plus sensible. Et finalement, j'ai encore eu il y a quelques jours quelqu'un qui était en burn-out avec un cortisol le matin et qui était impeccable, parfait, dosage parfait. Et c'était un vrai burn-out. On suspecte très fort qu'on devrait finalement arriver à doser le nombre de récepteurs au cortisol et leur sensibilité. On n'a pas encore ces tests. Et donc finalement, doser une hormone dans le sang, ça ne veut peut-être rien dire. Il faudrait savoir comment elle agit et est-ce que les récepteurs réagissent ou pas. Donc ces dosages biologiques, c'est du futur, on ne les a pas encore. Donc de nouveau, on doit doser sur la clinique. Est-ce que ça, vous faites référence à l'idée que, par exemple, on peut être résistant à l'insuline, et bien on pourrait être résistant? Voilà, c'est pas parce que vous avez une insuline qui est parfaite dans un sang, vous n'êtes pas diabétique. Hein, on peut dire la même chose. Elle peut être très très élevée, vous êtes en résistance à l'insuline, le récepteur est coincé pour diverses raisons. Hein, tout à fait. Et par contre, j'ai des patients avec des insulines basses le matin, ils ne sont pas en diabète type 1, ils fonctionnent super bien. Hein. D'accord. Et donc vous m'avez dit aussi hors caméra que y a aussi, vous avez besoin d'impliquer votre patient dans l'idée qu'un traitement anti-thyroïde est un traitement très sensible, dans l'idée que le patient doit observer ses symptômes et pouvoir... Ah oui, c'est ça, oui, exactement. Voilà, moi j'apprends mes patients à gérer leur signe d'hypothyroïdie. Entre moins 20 degrés dehors ou plus 40 degrés dehors, le traitement change du tout au tout. Ça peut être 4 fois différent. Si je vais au sport d'hiver ou si je fais un marathon dans le Sahara, mon traitement n'a rien à voir avec du thyroïde. Si je suis stressé ou pas très stressé, ma dose de cortisol que je prends au cours de journée est complètement différente. Il faut savoir s'adapter. Il faut apprendre au patient, il faut lui montrer les signes de déficience, les signes de surdosage, et lui dire qu'il ne peut pas aller en surdosage, mais que ces signes de déficience doivent avoir disparu. Et donc, en endocrino dit à un patient, votre dose de traitement thyroïdien, par exemple l'évothyrox et le thyroxine, c'est 100 microgrammes par jour, c'est d'une stupidité sans nom. C'est comme si le chauffage à la maison devait mettre le même réglage en été, en hiver. C'est stupide. Ça n'a pas de sens. Alors docteur, j'ai lu récemment l'ouvrage d'Alain Andreux, Le régime anti-âge, oui, que je trouvais fort intéressant, et justement il soulignait l'idée que, comme vous venez de le sous-entendre, les normes de bio en fait sont des normes intermédiaires qui se basent justement sur la moyenne de la population. Si la population est hypothyroïdienne, en tout cas induire en erreur. Il y a bien pire que ça. Donc, si on prend une B12, on est chez plus de 50 ans comme moi en déficience en B12 à 90-90%. Parce qu'on l'absorbe de moins en moins bien, on perd la possibilité donc, de sécréter le facteur intrinsèque par l'estomac. Donc le labo fait ses normes, qui figurent, que l'on a le droit des biologies, ces normes statistiques. Il prend 2000, 5000, 10 000 patients, et puis on a une courbe de Gauss, on ampute les 10% les plus hauts, plus bas, donc on dit ça c'est la norme statistique, donc ce labo a ces normes-là. Et malheureusement, certains médecins oublient ce qu'ils ont pris à l'UNIF, et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la valeur du patient, ils regardent à droite, ils disent vous êtes dans la norme. Voilà, ils ont la norme des 90% de malades. Voilà, donc oui, mais ça a l'air idiot, mais c'est comme ça. Et via la clinique, via les études, on sait par exemple que quelqu'un qui en manque de zinc, alors qu'il est dans la norme de la biologie, s'il est vers le bas, il va avoir mal cicatrisé, moins d'odorat, moins de goût, moins de libido, moins de testo. Le sélénium, s'il est trop bas, on sait qu'on va avoir la T4 va venir être hypothyroïdien, plus de cancer du sein, cancer de prostate, plus de résistance à l'insuline. Donc entre les normes statistiques et la clinique, il y a un monde de différence. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'Alain Andreux, que j'ai connu seulement il y a 3 ans, je reçois un mail, il me demande des informations sur des divers sujets que je lui ai envoyés. Et puis il m'a envoyé son petit bouquin il y a 1 an, où il me cite. Et finalement, j'ai lu son bouquin, qui moi je trouve super, c'est un chouette résumé, ouais. Et je lui ai proposé de l'améliorer. Et on fait maintenant un bouquin qui va être, je crois, une référence en médecine fonctionnelle, et ce bouquin sort dans les mois à venir. Il va sortir chez Thierry Soucard, édition. On a l'accord des éditions Thierry Soucard, et c'est un livre grand public, mais aussi pour médecins, qui va reprendre énormément de sujets. Ça va de la fibromyalgie à l'arthrose, en passant par le statut hormonal, l'hypothyroïdie, la ménopause, l'andropause. Enfin, on essaie d'aborder un max de sujets. On a presque fini le bouquin. On est en train de le remettre en page, de terminer les illustrations.
Et je crois vraiment que ce bouquin, il va susciter un intérêt vraiment très important. Donc, comme vous le dites, ce livre va être une espèce de vulgarisation pour les patients, mais aussi un support pour les médecins. Tout à fait. Et il va s'appeler Santé optimale retrouvée. Bon, le titre n'a pas encore changé, mais retrouvons notre santé optimale. En donnant tous les trucs, produits alimentation, micro-alimentation, traitement. Et c'est vraiment un bouquin que il faudrait que tous les médecins traitants le lisent parce qu'on retourne vraiment à la source des problèmes et on essaie de se dégager de cette médecine allopathique, médecine pouce-bouton, qui est vraiment qui est devenue infernale et qui, avec des effets secondaires, des non-guérisons qui sont très fréquentes. Je ne suis pas contre l'allopathie, je traite dans des antibiotiques, je peux donner parfois des somnifères, je peux donner parfois mais voilà, j'ai encore un cas, mais criant. Récemment, j'ai un collègue anesthésiste, il a 39 ans. J'opère avec lui assez régulièrement, et puis il me dit, Steph, je ne te comprends pas, tu as une de ces pêches à chaque fois que je te vois. Moi, mon souci, c'est de rester réveillé du matin au soir. Il a 39 ans. Il a pris du gras, il a un gros ventre, il perd sa masse musculaire, il n'a plus de libido, enfin, il me raconte son histoire. Et finalement, je le vois en consultation, biologie, on arrange pas mal de choses. Et il avait subi, ce collègue, 2 interventions cardiaques pour troubles du rythme cardiaque. On a fait une cryoablation d'un faisceau accessoire, échec, et on a fait une coablation par radiofréquence. Et donc, il est toujours en arythmie cardiaque. Donc, il y a des épisodes de tachycardie, palpitations, il a des syncopes avec ça. Et finalement, on en reste là, on dit on n'ose plus y toucher à ce cœur, 39 ans. Et il avait simplement à sa biologie, entre autres, il n'y avait pas que ça, une testo effondrée, je passe une hypothyroïdie, je passe un peu comme tout le monde, mais il avait un potassium qui était à 3,6. Et je dis, ton potassium est beaucoup trop bas. Il me dit, mais non, je suis dans la norme. Oui, la norme, c'est 3,3, 5,2. Au-dessus de 5,2, risque d'arrêt cardiaque. En dessous de 3,3, œdème, rétention d'eau, hypertension, etc. Mais je dis, non, tu dois être, pour bien fonctionner, au moins à 4,3, 4,5. Je monte son potassium, il n'a plus une seule arythmie cardiaque depuis lors. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais donc de nouveau cette norme de potassium entre l'arrêt cardiaque et les problèmes d'hypertension, mais c'est comme du blanc au noir, il y a toute une nuance de gris. Et pour certains, être au-dessus de 4,5, c'est nécessaire pour que le cœur batte bien. Ouais, c'était son cas. Mais un des exemples criants que vous dénoncez, entre guillemets, ou en tout cas que vous informez très souvent sur votre page Facebook, c'est justement par rapport à la vitamine D. Ben oui. C'est systématiquement sous-dosé. Oui, ça c'est. Voilà. J'ai écrit un petit livre là-dessus il y a quelques mois, avec un collègue allemand qui s'appelle Dr Jacobs. Ben oui, la vitamine D, c'est clair, voilà. Elle doit être au-dessus de 82 grammes par millilitre. Les normes des laboratoires vous disent au-dessus de 20 c'est bon, d'autres vous disent au-dessus de 30 c'est bon. Et puis vous vous retrouvez à 40, avec le médecin très content, hein, ou à 30, 35, le médecin très content. Or, risque cancéro explosé, risque explosé, impossibilité de maigrir, en dessous de 30, ostéoporose, chondromalacie, et le médecin traitant se base sur la norme, figure à droite, c'est la biologie, c'est pas du tout la norme santé. Ouais. Les recommandations officielles sont passées d'ailleurs de 400 IU à 800 IU. Oui, alors voilà, donc en Belgique on a 800 IU, en France 600, il y a 3 ans c'était 200 IU, et nous en fonctionnel, on sait très bien qu'il faut que le patient prenne tous les jours entre 6 et 10 minutes. Donc vous imaginez 10 000 par rapport à 800, on est plus de 10 fois plus. Parce que, c'est pas nous qui l'inventons, parce que les études montrent qu'on a moins de cancer du sein, moins de cancer de prostate, moins d'infarctus, moins de dépression quand le patient est dans la norme haute de la vitamine D. Ouais. Aux alentours de 70-80 ? Oui, c'est ça, dans ces eaux-là, ouais. Okay. Donc alors, docteur, en résumé, pour anticiper un burn-out, on peut mettre en place effectivement un régime alimentaire adapté. Si à un moment donné il y a un problème au niveau du boulot, des choses comme ça, s'attacher vraiment à la source du stress, et puis donc s'assurer que toutes les normes hormonales et au niveau des vitamines et minéraux soient optimisées, quoi. Alors maintenant, le problème, c'est que l'éviction par rapport au boulot, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Si j'ai un patient indépendant qui a une boîte qui est au bord du burn-out ou qui est dedans, lui dire d'arrêter de travailler 3 mois, il va rire, hein, donc c'est inimaginable. Donc c'est plus facile pour quelqu'un qui est salarié, qui n'a pas de responsabilité vis-à- de aussi de tout un staff. Voilà. Donc, et je suis encore plus incisif chez ces patients-là qui sont des indépendants pour essayer de les traiter de façon très efficace et rapide.
Maintenant également, le fait d'avoir une activité physique, de manger correctement, d'arrêter de manger des crasses, hein, tout ce qui est gluten, produits laitiers, des sucres à longueur de journée, de manger des aliments vides, ça change la vie puisque le corps va capter beaucoup plus de nutriments. On sait tous qu'actuellement, il est impossible d'être en bonne santé sans complément. C'est plus possible, c'est plus possible. Donc on a tous trop peu de vitamine D, de magnésium, on a trop peu de zinc, de B12, de B9, voilà. Et tous ces nutriments, mais si on ne les a pas, qu'est-ce qu'ils font? Thyroïde ne fonctionne pas, cerveau ne fonctionne pas, le corps ne fonctionne pas, on fait de l'hypertension, Donc voilà, malheureusement actuellement, dans nos pays, il faut se multicomplémenter. C'est un peu comme si on était devenu, avec le temps, on était passé de la calèche à la voiture de course. On est des voitures de course, on est stressé, on est actif du matin au soir. Et bien, on n'est peut-être pas fait pour ça. Et si on veut rester dans le train, il faut peut-être aider en prenant des trucs, des compléments qui viennent de l'extérieur qui permettent à notre corps de fonctionner. Docteur, merci. Voilà, avec plaisir. À la prochaine.